Bonjour et bienvenue dans Histoire et Gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. Au XVIe siècle, Lyon connaît une activité économique florissante grâce à ses célèbres foires qui attirent des marchands de toute l'Europe et transforment la ville en un carrefour économique, financier, diplomatique et un centre militaire d'envergure. Lyon devient aussi le théâtre d'une nouvelle activité, l'industrie de la soie, qui va révolutionner son économie, façonner l'architecture de son centre-ville, assurer le relais de ses foires déclinantes et donner à la cité un nouvel élan pendant les 4 siècles qui vont suivre. Ce XVIe siècle est aussi le siècle qui va donner naissance aux soyeux et canuts, à la cuisine bourgeoise et à la cuisine des bouchons, aux mères lyonnaises, aux mâchons et à la tradition de la cuisine gastronomique lyonnaise du XXe siècle. C'est le rôle joué par l'industrie de la soie et ses influences que nous allons découvrir dans ce podcast afin de comprendre pourquoi et comment cette nouvelle industrie a jeté les bases de la gastronomie lyonnaise consacrée par Kurnowski en 1935. Nous allons tout d'abord voir comment est née l'industrie de la soie et quels en sont les acteurs. Le mariage entre Lyon et la soie date de 1536, lorsque François Ier accorde le privilège de la fabrication des étoffes d'or, d'argent et de soie à 2 marchands piémontais installés à Lyon, Barthélemy Naris et Étienne Turquet, alias Stefano Turchetti. Il commence à installer des ateliers de tissage de la soie et de faire venir de Gênes des ouvriers spécialisés. Le succès est immédiat et les métiers à tisser se multiplient. En 1548, lors de la visite officielle d'Henri II dans la ville, 459 maîtres de métier défilent devant le roi. Entre 800 et 1000 personnes vivent déjà de la soierie à Lyon. Mais à l'aube de la Révolution, ce sont 14 000 métiers à tisser qui occupent 30 000 tisserands et 30 000 employés pour des activités dérivées, soit 40% de la population lyonnaise forte de 150 000 habitants. Cependant, même si l'industrie de la soie à Lyon est florissante, elle reste étroitement dépendante de la splendeur des cours royales françaises et européennes qui sont ses principaux clients. Ainsi, au rythme de périodes de paix et de conflits, se succèdent cycles de prospérité et de récession. Après la crise consécutive à la période révolutionnaire, le XIXe siècle est celui de l'apogée de la soierie lyonnaise qui connaîtra alors ses heures de gloire. Voyons maintenant quels sont les acteurs nés de l'industrie de la soie. Les soyeux sont une centaine de marchands fabricants et donneurs d'ordre qui fournissent le fil et les dessins aux maîtres ouvriers pour la fabrication des étoffes. Ils emploient aussi des dessinateurs et vendent les tissus commandés. Les canuts sont les travailleurs de la soie. Ils regroupent les maîtres tisseurs ou chefs d'atelier, propriétaires d'un ou plusieurs métiers, qui emploient des membres de leur famille et des compagnons, ouvriers tisserands, pour travailler sur les métiers à tisser. Pour la petite histoire, le terme de canut désigne celui qui utilise la canette, ce petit dévidoir à fil, en bois, à bout ferré, qui navigue sur le métier pour faire la trame d'une étoffe. Après avoir posé les bases, venons-en au véritable sujet de ce podcast, l'influence de l'industrie de la soie sur la gastronomie lyonnaise. La mangeaille guignolesque et la cuisine bourgeoise sont directement inspirées de ces 2 types d'acteurs de l'industrie de la soie. Chaque couche sociale possède sa propre façon de s'alimenter selon ses moyens, la mangeaille guignolesque pour les canuts et la cuisine bourgeoise pour les soyeux. Plongeons tout d'abord au cœur de la mangeaille guignolesque. Guignol est l'emblématique marionnette lyonnaise, créée par un ancien canut au chômage, Laurent Mourguet, au début du XIXe siècle. Il est frondeur et impertinent, il a mauvais caractère, la répartie facile et aime fréquenter les bouchons, ces restaurants traditionnels lyonnais pour faire mâchon, ce repas pris le matin par les canuts à l'heure du petit déjeuner. Laurent Mourguet fait de Guignol le porte-parole des canuts. Il clame l'injustice sociale et gratigne de sa verve intarissable les bourgeois comme les autorités. Son accent savoureux, son impertinence, son côté fougueux, mais bon enfant font de Guignol une marionnette populaire et attachante.
La mangeaille guignolesque représente donc l'alimentation des canuts. L'historien Félix Benoît, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de Lyon, détaille cette mangeaille guignolesque qui fait le quotidien de Guignol et donc celui des ouvriers tisserands. Soupe de farine jaune, c'est-à-dire à la farine de maïs, cervelle de canut, salade de groin d'âne avec des harengs, le groin d'âne étant une variété de pissenlit, crasse de beurre. Il s'agit du résidu noirâtre et salé qui reste au fond de la marmite après avoir fait fondre le beurre, tripaille et paquets de couenne. Des couennes de porc ficelées ensemble comme un nœud papillon et cuites. Ces guignols ne mangent pas à regonfle, entendez abondamment, comme les riches soyeux, et malgré son manque de pécuniaux, c'est-à-dire d'argent chronique, il sait faire bombance pour célébrer un événement heureux, comme la mort de son propriétaire de surnommer Kanzou, comme nous le détaille encore Félix Benoît. Il mangeait alors avec ravissement, blé plat d'une folle richesse, d'une classe internationale, de l'andouillette de Fleury, du boudin de Crépieux grillé aux pommes de Brinda, des cacous en tripes, c'est-à-dire des œufs baveux à l'oseille sur fond de gras double, du dinde de Crémieux et pour les douceurs, de la confiture de gras de cul, le fruit de l'églantier et des beignets de fleurs d'acacia. En revanche, Guignol ne lésine jamais sur la boisson. Il buvait du Beaujolais naturel, non sucré, gouléant, diététique, décholestérisant, cholagogue, et qui ne coûtait que quelques sous le pot. Guignol avait bien de la chance, et si son écarcelle était vide, son corneau long, c'est-à-dire son gosier, se dilatait d'aise tout en lui donnant une bouche d'enfant. La mangeaille guignolesque est avant tout une cuisine faite de bas morceaux, pas chère, accessible au plus grand nombre. Pourquoi tant d'abats? Pourquoi toujours mettre au centre ce qu'ailleurs on délaisse? Mais parce que c'est bon, sauvagement goûteux et pas très onéreux. La cuisine lyonnaise a des origines non gastronomiques, mais utilitaires. Elle est faite de produits bizarres et pas chers qui se sont constitués en plats pour répondre à l'appétit de grands corps d'ouvriers, d'immigrants ruraux, de ventres replets de notables qui gagnèrent leur fortune par le commerce, l'industrie ou les études. Voilà comment l'écrivain lyonnais Alexis Génie parlait de la culture des abats à Lyon, ce qu'il appelait l'art des entrailles dans sa préface de Gastronomie lyonnaise, Le sens du goût, en 2012. Il est vrai qu'à Lyon, on apprécie depuis l'histoire des temps la triperie et les abats. Qu'ils soient blancs comme les amourettes, la fraise de veau, les pieds, la tête, les riz, la cervelle, ou rouges comme la langue, le foie, les rognons, le cœur, ils sont régulièrement servis sur la table des bouchons et parfois même dans les restaurants étoilés. Aujourd'hui encore, Christian Tête-Doigt, dans son restaurant éponyme, fait de son homard tête de veau un plat dit signature qui décline tout au long de l'année avec des variantes selon les saisons. On sait que les Grecs et les Romains consommaient déjà les tripes, tout comme les Gaulois. Alors il est probable que leur consommation ait perduré au Moyen-Âge, car on n'avait ni les moyens de les jeter, ni ceux de s'en priver. Quant à François Rabelais, il fait état de petites andouilles dans son Pantagruel, publié à Lyon en 1532. Marie-Joseph Moncorgé, dans son ouvrage sur la Renaissance intitulé Lyon 1555, capitale de la culture gourmande au XVIe siècle, nous informe que le nombre de tripiers à Lyon a été multiplié par 3 au XVIe siècle, passant de 7 tripiers en 1515 à 18 en 1571. L'auteur interprète cette évolution par le fait que les abats sont revenus à la mode avec l'arrivée des marchands italiens pendant les foires de la Renaissance, amenant avec eux cette tradition romaine de la consommation des tripes. Aujourd'hui encore, gras double à la lyonnaise, tablier de sapeur, andouillette à la fraise de veau, boudin, tête de veau, riz de veau sont servis quotidiennement sur la table des bouchons lyonnais. Tripes et abats font donc partie intégrante du patrimoine culinaire lyonnais. Après un petit intermède musical, nous allons poursuivre notre découverte des influences de l'industrie de la soie sur la gastronomie lyonnaise en découvrant comment est né le mâchon, le petit déjeuner lyonnais et en rétablissant la vérité sur les origines du terme de bouchon. Qui ne mâchonne pas n'est pas lyonnais. Voilà comment certains célèbrent le petit déjeuner lyonnais, le mâchon. Le journaliste Marcel-Émile Grancher fait dire en 1946 à l'un de ses héros du charcutier de Mâchonville, attablé devant une potée beaujolaise, à Lyon, le café crème commence au jambonneau. Le petit déjeuner lyonnais, c'est le mâchon. Le mâchon, c'est ce repas pris le matin vers 9h dans les bouchons lyonnais, un repas constitué d'un plat, d'un fromage et d'un pot de vin rouge. Une andouillette au vin blanc ou une tête de veau sauce gribiche au petit matin, ça surprend un peu au début. On s'habitue très vite, surtout quand le mâchon est partagé avec des amis, car on ne mâchonne jamais seul. Un mâchon, ça se partage. Il s'agit d'une coutume des bouchons lyonnais née après la Révolution.
Au XIXe siècle, les canuts alors installés dans les quartiers de Saint-Nizier, Saint-Georges et Saint-Jean, puis de Croix-Rousse, doivent assurer des journées de travail de 15 heures. Ils commencent leur travail vers 5 heures du matin et sur le coup, dès 9 heures, ils font une pause pour casser la croûte. Ils font alors chiquaison, une tradition qui va alors se perpétuer, s'étendre à d'autres couches sociales et devenir le mâchon pris dans un bouchon. Selon l'historien Bruno Benoît, le mâchon lyonnais est la messe matinale des Vrégones. On y rompt le pain et on y boit le vin comme à l'office. Amen. À partir des années 1860, la création des halles des Cordeliers au cœur de la presqu'île change la donne. Ces halles deviennent rapidement le lieu de rendez-vous des amateurs de bonne chère pour déguster charcuterie et coquillages et partager le mâchon proposé aux halles ou dans les nombreux restaurants et bouchons qui se multiplient dans les rues adjacentes. Ainsi, les soyeux passent commande et négocient les tarifs avec les chefs d'atelier autour d'un mâchon. Et les chefs d'atelier emmènent parfois leurs ouvriers partager un mâchon dans un bouchon. À l'origine, le mâchon consistait essentiellement à partager un ragoût préparé avec les restes de la veille. Avec le temps, le mâchon s'enrichit de toute la cuisine des bouchons et s'ouvre à tous les métiers, notaires, banquiers, commerçants, postiers, éboueurs, ouvriers du bâtiment, etc. Comme le dit encore Félix Benoît, à Lyon, on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas mangé ensemble. D'ailleurs, mâchonner signifie prendre un repas, que ce soit un mâchon ou non. Ainsi est née la tradition du mâchon à Lyon. Au XIXe siècle, les canuts et soyeux disparaissent, mais le mâchon reste dans les usages locaux et connaît même, depuis 2018, date de l'organisation du plus grand mâchon du monde, un véritable renouveau. Pendant que nous traitons de la mangeade guignolesque, profitons de l'opportunité qui nous est offerte pour casser un mythe, celui des origines du mot bouchon. Le bouchon lyonnais est le descendant des anciens cabarets lyonnais du XVIe siècle. Dans leur échoppe, les cabaretiers vendent tout d'abord du vin pour boire pot, à consommer sur place, ou à porte-pot, c'est-à-dire à emporter, puis proposent progressivement quelques cochonnailles chaudes ou froides afin de faire face à la concurrence des cafés et brasseries naissantes. Avant la Révolution, afin de clairement différencier les auberges des cabarets, ces derniers devaient signaler leur établissement par un buisson ou un bouquet de rameaux, de genêts ou de branchages accrochés sur la porte. Or, il s'avère que la branche de pin était l'emblème de Bacchus sous l'Antiquité, et que le vieux mot français « bouche » désignait un peu plus tard un faisceau de branchage. Par conséquent, la branche de pin, le bouquet de rameaux, de genêts, le bouche ou le faisceau de branchage ne sont que les enseignes vivantes de ces anciens cabarets qui servaient du vin. Le bouchon, accroché à la porte, a donné, par transposition métonymique, son nom aux établissements qu'il signalait. Ainsi sont nés les bouchons lyonnais. Certains guides touristiques qui arpentent les rues de Lyon colportent des légendes jamais avérées sur les origines du bouchon. La plus fréquente serait que la paille accrochée sur la devanture des bouchons signifiait qu'on logeait à pied et à cheval et que l'on était en mesure de bouchonner les chevaux. Or, les anciens cabarets devenus bouchons, souvent installés au cœur de la presqu'île, n'ont jamais eu d'écurie pour héberger les chevaux. Et cette origine n'est donc qu'une légende. Les voyageurs qui venaient en ville à chevaux s'arrêtaient non pas dans un bouchon, mais dans une auberge à l'une des portes de la ville, qui était dotée à la fois d'écuries pour loger les chevaux et parfois les hommes, ainsi que d'une table d'hôtes pour se restaurer. Les véritables origines du mot bouchon, telles que nous les évoquons ici, puissent donc bien leurs origines de cette botte de branchage que le cabaretier devait accrocher à la porte de son établissement pour signaler qu'il servait du vin. Cette origine est clairement confirmée par Blavignac en 1879, quand il écrit dans son histoire des enseignes d'hôtellerie, d'auberges et de cabarets. Je cite, « Pour enseigne spéciale, les cabaretiers ou taverniers, proprement dit, plaçaient au devant de leur établissement une touffe ou bouquet de rameaux pouvant conserver pendant un certain temps leur feuillage, lierre, houx, buis, sapin ou gui. La paille même fut employée à cet usage. Ce bouchon, dernier souvenir du lierre des pampres consacré à Bacchus, n'empêchait point d'ailleurs qu'une enseigne plus particulière ne fût appendue devant chaque taverne. Ainsi, le bouchon est donc le descendant du cabaret, dont la spécialité était de proposer du vin à porte-pot ou pour boire pot et casser la croûte le cas échéant. Après avoir clarifié les origines du mot bouchon, revenons à la mangeaille guignolesque, celle que les canuts nous ont léguée pour évoquer une autre grande spécialité lyonnaise, la cervelle de canut. Bernard Frangin, journaliste au Progrès de Lyon et écrivain, raconte la vie de Laurent Mourguet de Guignol dans le roman d'un saltimbanque en 1993.
Dans ce roman historique, il évoque quelques autres spécialités lyonnaises servies dans les bouchons, les gratins, les clapotons, c'est-à-dire des pieds de mouton en salade, les lentilles à l'oignon, les cardons à la moelle, le pot-au-feu lyonnais aux 4 viandes, les mâts de fin, les bugnes et le clacret qu'on appelle encore cervelle de canut. La cervelle de canut, que les Lyonnais appelaient anciennement clacret, est une préparation fromagère à base de fromage blanc, assaisonnée d'herbes fraîches, échalotes, ail et bien d'autres choses agréables à manger, qui faisaient le quotidien des ouvriers de la soie. D'ailleurs, les canuts faisaient une telle consommation de ce fromage mou, peu consistant, qu'on le baptisa cervelle de canut. Johnny Ogier décrit le quotidien du canut dans Les Français peints par eux-mêmes en 1841 et évoque les repas de ces ouvriers de la soie. La nourriture du canut consiste à déjeuner en une espèce de fromage blanc qu'il mêle avec de l'ail, du beurre et de petits oignons. À dîner, il mange du petit salé ou des pommes de terre avec le même fromage blanc. À souper, car il soupe, il revient pour la 3e fois à son fromage bien-aimé, accompagné d'un morceau de merluche frite, poisson qu'il estime à égal de l'anguille et du brochet. Félix Benoît nous donne la recette du clacret. Pour réussir cette délicatesse, on choisit un fromage blanc mâle, c'est-à-dire pas trop mou, que l'on commence à battre comme si c'était sa femme. Quand on a bien claqué le fromage, il devient clacret, instant suprême où interviennent le sel, le poivre, un filet de vinaigre, une goutte d'huile, échalotes, ciboulettes et petites herbes du jardin avec une pointe d'ail pour tenir la langue au frais. Et puis, si on a de quoi, on ajoute de la crème et une lichée de vin blanc du Mâconnais. Abordons maintenant le 2e volet de l'influence de l'industrie de la soie sur la gastronomie lyonnaise. Après la mangeaille guignolesque, investiguons la cuisine bourgeoise. Cette cuisine inspirée des cuisinières bourgeoises au service des soyeux et bourgeois lyonnais. La cuisine guignolesque, évoquée précédemment, est une cuisine traditionnelle, une cuisine de canut constituée de plats simples où domine la cochonaille, généreusement arrosée de Beaujolais. Elle trouve sa place dans le cadre familial ou dans les bouchons. Elle n'a rien de commun avec la cuisine bourgeoise, nourrie au beurre et née après la Révolution, quand banquiers, soyeux et hommes d'affaires se réunissent dans leurs appartements cossus pour traiter leurs affaires. Tout au long du XIXe siècle, avec le succès de l'industrie de la soie, soyeux et bourgeois engrangent de belles fortunes, leur permettant d'employer de nombreux domestiques pour s'occuper de leur maison, et parmi ceux-ci, une ou plusieurs cuisinières. En général, les femmes de la bourgeoisie ne préparent pas elles-mêmes les repas quotidiens, mais supervisent le travail des domestiques, planifient les menus et organisent la préparation des provisions pour l'hiver. Les femmes, qu'elles soient maîtresses de maison ou cuisinières à gages, sont instruites dans l'art de la cuisine avant de l'être dans celui des sciences et des lettres. Elles maîtrisent cette cuisine reproduite de génération en génération et sont donc davantage à l'origine de la cuisine lyonnaise que les traiteurs de l'époque qui s'en sont surtout inspirés. Ce sont ces cuisinières de la bourgeoisie lyonnaise qui prendront leur indépendance à la fin du XIXe et au début du XXe siècle pour devenir les célèbres mères lyonnaises. Mais ceci est une autre histoire. Félix Benoît détaille cette cuisine bourgeoise du XIXe siècle et les plats les plus communément servis lors des dîners de gala ou dîners habillés. Potage, bouchée à la reine, brochet au bleu, quenelle, turbo sauce hollandaise, volaille truffée, filet de bœuf au madère, dinde de crémieux, langoustes, haricots verts, doigts de mort à la lyonnaise, c'est-à-dire des scorsonnaires, voisins du salsifis, asperges, faisans, bécasses, vacherins et bombes glacées à la vanille. La truffe est partout, dans les quenelles, volaille, pièces de bœuf, jambon et même dans les cardons. Il nous indique aussi que s'il y a un plat qui rapproche les bourgeois et les ouvriers et qui ne rechigne pas à partager ensemble, c'est la matelote, ces poissons d'eau douce cuisinés avec une sauce au vin rouge. Enfin, pour le quotidien, ces bourgeois se contentent de rouelle de veau, queue de bœuf en hochepeau, riz de veau à la lyonnaise, rognon madère, filet de truite au champagne et tous les gibiers en saison de chasse avec une affection particulière pour la bartavelle sur canapé qui n'est autre qu'une perdrix. Stendhal, auteur de Le Rouge et le Noir et de La Chartreuse de Parme, vante la cuisine lyonnaise dans un ouvrage posthume intitulé Mémoires d'un touriste, publié en 1838. Je ne connais qu'une chose que l'on fasse très bien à Lyon. On y mange admirablement et selon moi mieux qu'à Paris. Les légumes, surtout, y sont divinement apprêtés. À Londres, j'ai appris que l'on cultive 22 espèces de pommes de terre. À Lyon, j'ai vu 22 manières différentes de les apprêter et 12 au moins de ces manières sont inconnues à Paris. Quant à Chateaubriand, il relate en 1841 dans ses Mémoires d'outre-tombe un repas chez le chanoine Saget qui habitait la plus jolie maison du monde à Sainte-Foy sur le coteau de Fourvière. Certains jours, à Sainte-Foy, on étalait une certaine tête de veau marinée pendant 5 nuits, cuite dans du vin de Madère et rembourrée de choses exquises.
De jeunes paysannes, très jolies, servaient à table. Elles versaient l'excellent vin du cru renfermé dans des dames-janes, c'est-à-dire des bobonnes de verre, de la grandeur de 3 bouteilles. Mais comment sommes-nous passés de la cuisine bourgeoise à la cuisine des mères ? Au début du XIXe siècle, Joseph-Marie Jacquard introduit le métier à tisser mécanisé, dit métier Jacquard, permettant de réduire le nombre d'ouvriers nécessaires à la réalisation d'une étoffe complexe et entraînant de facto une chute du prix de revient des soies simples. La soierie lyonnaise est de nouveau rayonnante et devient même la première industrie exportatrice française. Mais voilà, les revenus de la soie ne profitent pas à tous et les canuts en sont totalement exclus. Ils travaillent près de 15 heures par jour pour un salaire de misère. Révoltés par ces conditions de travail et soucieux de recevoir une rétribution minimum appelée le tarif, ils se révoltent à 4 reprises, en 1831, 1834, 1848 et 1849. Pendant la révolte de 1831, les canuts occupent Lyon au rythme du slogan « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». C'est l'une des premières révoltes ouvrières en Europe. Elle attire des personnalités de tous bords, parmi lesquelles Flora Tristan, Franz Liszt, Jules Michelet, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, Mikhail Alexandrovitch, Bakounine et Jean Jaurès. Crise économique et insurrection des canuts font naître, dans cette période de capitalisme naissant, un sentiment de communauté d'intérêt dans le monde ouvrier, jetant les bases des premières sociétés de secours mutuels devenues nos mutuelles actuelles et des futures organisations syndicales ouvrières. Il faut faire appel à l'armée pour mater l'insurrection. D'ailleurs, c'est pour faciliter les déplacements de ces soldats que l'on fait percer de grandes avenues depuis la presqu'île pour rejoindre les terreaux et la Croix-Rousse. Ces révoltes des canuts vont sonner le déclin de l'industrie de la soie dans la ville. Les années fastes perdurent encore jusqu'en 1875, puis la tendance s'inverse. Après ces révoltes à répétition, les soyeux transfèrent leur métier à tisser dans les bourgs et campagnes avoisinantes en Isère, en Savoie et dans l'Ain, là où la dissémination des ouvriers réduit la rébellion à néant et où il n'y a aucun problème d'espace pour installer les métiers à tisser. L'apparition de nouveaux métiers mécanisés, de la machine à vapeur, puis de l'électricité accentue encore cette tendance. En 1886, sur 120 000 métiers à tisser destinés à la fabrique lyonnaise, 95 000 sont installés hors de Lyon. Les ouvriers travaillent à domicile, constituant ainsi un complément de revenus au travail de la terre. Le coup de grâce de la fabrique lyonnaise est donné par la crise financière puis économique des années 1930 venue des États-Unis. Celle-ci, si elle ne ruine pas définitivement la bourgeoisie qui réussit à se reconvertir de l'industrie chimique, mécanique ou automobile, elle en restreint drastiquement le train de vie. Les cuisinières de ces maisons bourgeoises sont congédiées les premières, car elles sont les mieux payées et se reconvertissent dans ce qu'elles savent faire, la restauration, afin de continuer à exercer leur savoir-faire unique, celui de la cuisine, et d'en vivre. C'est ainsi qu'elles emportent avec elles recettes et savoir-faire, sortent cette cuisine bourgeoise des salons feutrés lyonnais pour la proposer au plus grand nombre dans leur restaurant, donnant naissance aux fameuses mères lyonnaises. Elles épousent des marchands de vin, propriétaires des anciens cabarets, ou utilisent des prête-noms masculins pour monter leur restaurant. Les unes embrassent la haute gastronomie et acquièrent la notoriété, et les mères Guy, Fillou, Brasier, Léa, Castin, Bouvier vont donner naissance à la cuisine gastronomique de tradition lyonnaise dont vont hériter Paul Bocuse et ses disciples. Une cuisine faite de soupe aux truffes, cul d'artichaut, foie gras, gratin de queue d'écrevisse, quenelle sauce nantua, volaille de mideuil et autres volailles en vessie. Leurs premiers clients sont les anciens maîtres, les bourgeois et soyeux qui viennent chez leurs anciennes cuisinières manger avec le même niveau d'exigence. Les autres pratiquent une cuisine traditionnelle faite de cochonailles, pendant que leurs maris sert le vin au comptoir. Les mères Coquille, Léon, Barbet, Tacard vont donner naissance à la cuisine populaire des bouchons. Grâce à leur reconnaissance par les guides culinaires et à leur notoriété, parfois internationale, comme celle des mères Fillou et Brasier, elles sont à l'origine de la réputation culinaire de Lyon et de sa consécration comme capitale mondiale de la gastronomie par Kurnowski en 1935. Toutefois, c'est grâce au succès de l'industrie de la soie qui a nourri la ville pendant 4 siècles que sont nés les canuts et les soyeux, la mangeaille guignolesque et la cuisine bourgeoise, les bouchons et les mâchons et les célèbres mères lyonnaises. Je conclurai ce podcast par une célèbre maxime lyonnaise qui ponctue chaque discours d'ouverture d'un mâchon. Bon appétit et large soif. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi,
Pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.